Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière tes souvenirs. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte d'un héros de notre enfance. Que dis-je? Un ami et bien plus encore. Les plus âgés d'entre vous l'ont compris, on va parler de Denver, le dernier dinosaure. Denver, ce simple nom fait probablement résonner chez les plus nostalgiques d'entre vous les premières notes d'un générique qui semble s'être infiltré dans l'ADN de toute une génération. Mais peu d'icônes des années 80 restent aussi mal connues que notre dinosaure favori, car en dehors de son aura nostalgique, le plus saurien de tous les rockers est souvent considéré comme une licence mineure, et l'abandon total du concept original au profit d'un reboot sorti en 2018 laisse peu de doute sur le manque de considération que notre ami subit aujourd'hui. Pourtant, cette série franco-américano-canadienne, si elle n'a pas révolutionné le monde de l'animation, est particulièrement intéressante. Tout d'abord parce qu'elle est adaptée d'une histoire vraie, enfin presque, mais aussi parce qu'elle a marqué un cap dans une période très importante pour la télévision française. Et surtout parce que Denver est l'une des nombreuses traces qu'a laissé un petit empire déchu qui a régné pendant plus de 15 ans sur nos matinées télévisées et autres coffres à jouets. Et tout ça, on va l'aborder dans une vidéo riche en guitare électro-jurassique. Denver, le dernier dinosaure, c'est l'histoire de 4 ados californiens qui découvrent un œuf de dino dans un terrain vague et surprise, l'œuf éclot laissant apparaître Denver, un dinosaure vert amateur de skateboard et de rock'n'roll. Les 52 épisodes vont offrir leur lot d'aventures à Denver pour échapper au vilain Morton Fishback, un producteur souhaitant faire de Denver une bête de foire. Voilà pour la base, et donc première surprise, le concept serait inspiré de faits réels. Enfin presque. Pendant des siècles, les historiens ont dû se contenter des os fossilisés de dinosaures pour imaginer leur apparence et leur manière de vivre. Mais les connaissances en paléontologie vont connaître un bond au début du XXe siècle avec la découverte du premier Corythosaurus, un dinosaure ayant vécu au Crétacé. Lors de l'annonce de sa découverte en 1912, les journaux à sensation n'hésiteront pas à titrer que celui-ci paraît presque respirer. Malheureusement, 4 ans plus tard, le bateau transportant 2 des plus beaux fossiles est coulé par un destroyer allemand. Il repose encore aujourd'hui dans une faille océanique totalement inaccessible. Et ce n'est qu'au début des années 70 que le Corythosaurus va connaître une nouvelle popularité lorsqu'un crâne est découvert par des scouts canadiens dans un parc national. Au même moment, les spécialistes comprennent que ce qu'ils prenaient pour des espèces cousines relevait en réalité du dimorphisme sexuel, et que sa crête lui servait probablement à communiquer à longue distance avec une sorte de trompette naturelle. Et ce sont probablement tous ces éléments qui ont poussé les producteurs à mettre au monde notre dernier dinosaure, un œuf de Corythosaurus ayant traversé les âges pour éclore dans les années 80. Autour de la table, on trouve le géant américain World Events Production, déjà derrière l'adaptation d'animé japonais sous le nom de Voltron aux États-Unis. Mais il y a surtout IDDH, importateur de Goldorak en France et propriétaire de studios d'animation tout nouvellement inauguré à Angoulême, du dessin animé Made in Poitou-Charentes. Quelqu'un a une idée, généralement ce quelqu'un a une idée géniale, et s'il a cette idée, c'est que ça correspond à un besoin de la chaîne d'une chaîne diffusante sur un territoire, et ensuite, comme cette chaîne diffusante n'est pas suffisante au point de vue financier, il est obligé de faire appel à l'étranger. Au scénario de Denver, on trouvera Peter Keefe, déjà à l'œuvre sur l'adaptation de Voltron, et qui nous offrira quelques années plus tard le très chouette Widget. Alors Denver serait une série française? En cette fin des années 80, le CSA, tout nouvellement créé, se décide à imposer des quotas d'œuvres françaises avec à la clé des subventions à la création via le Centre national du cinéma. D'après les connaisseurs, c'est cette manne d'argent public qu'auraient fleuré les partenaires américains. IDDH obtient qu'une partie de la production soit effectuée dans ses studios et la licence est octroyée à son partenaire habituel, le japonais Bandai. Le producteur français avait déjà travaillé en collaboration avec cette marque de jouets dont il saupoudrait les produits dans ses créations en échange de monnaies sonnantes et trébuchantes. Comme avec l'ours Gabi, un placement de produit incrusté dans le générique de la série Les Petits Malins. J'en ai parlé dans la toute première vidéo Archeo Toys il y a presque 7 ans, le lien est dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. De son côté, France 3 se montre intéressé par le projet Denver, d'autant plus que la chaîne vient de perdre les droits des programmes Disney au profit de TF1, et il faut combler ses cases jeunesse.
Pour ce faire, Mireille Chalvon, la directrice des programmes de la chaîne des régions, a de grandes ambitions. Elle est persuadée que pour lutter contre l'omnipotence de Dorothée sur le marché de l'enfance, il faut donner le micro à l'un d'entre eux. Après tout, c'est la mode aux USA, notamment dans les programmes de Disney Channel, qui verront passer de jeunes stars comme Britney Spears à la présentation. Le projet est donc développé en interne dans les locaux de France 3 Limoges. Ce sera la jeune Brenda Hervé qui sera accompagnée par Denver grâce à des séquences d'animation plus ou moins bricolées. De janvier 89 à l'été 91, Sam Dynamite va égayer les mercredis et dimanches matins, mais surtout la première partie de soirée le samedi. Du programme jeunesse de 20h30 à 21h45, le rêve de toute babysitter des années 80. Malheureusement, le dynamisme de Brenda et ses interactions plutôt réussies avec Denver vont souffrir de l'indigence du catalogue des programmes. L'émission se contente de rediffuser des vieilleries américaines et quelques trucs assez louches, comme Ravioli, une série allemande dont je n'ai trouvé aucun extrait. Alors si vous parlez la langue de Goethe et que vous connaissez Ravioli, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous ne parlez pas la langue de Goethe mais que vous avez déjà mangé des raviolis, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, ça permettra de faire monter la vidéo dans l'algorithme. Côté des produits dérivés, Denver partage donc le catalogue de Bandai avec les robots à la mode, mais ce n'est pas vraiment le tsunami attendu. Notre saurien a quand même eu son petit succès de cours de récré, avec le septentrionnel album Panini et quelques jeux de plein air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, IDDH et Bandai collaboraient déjà sur les petits malins, qui en plus de l'ours parlant, proposaient aussi tout un tas d'animaux anthropomorphes. Alors pour surfer sur le succès de ces figurines floquées, Denver est proposé dans une version peau de pêche, assez loin de ce qu'on attendrait d'un reptile géant. Une peluche d'une quarantaine de centimètres, proposée dans un sublime packaging violet, fera également partie du lot, mais elle va connaître quelques soucis. En effet, ces accessoires seront retoqués par les autorités, et un second modèle, un peu remanié, viendra le remplacer, avant d'être rappelé à son tour. Rappelons aussi que la jeune Brenda enregistrera également quelques génériques, celui de l'émission évidemment, mais aussi celui de Widget. Encore lui. Finalement, à l'été 91, Brenda et Sam Dynamite quittent les petits écrans, mais la série Denver va survivre plus d'une douzaine d'années à l'antenne, au gré des rediffusions. Bah oui, c'était un dessin animé français, et donc, il permettait de remplir les quotas. Honnêtement, la série n'a pas vraiment bien vieilli, et mis à part le générique, qui est un petit condensé de tout ce qu'on a retenu des années 80-90, tout le reste sent un peu trop fort l'opportunisme. Car Denver s'inscrit au début d'une longue liste d'histoires de dinosaures qui ont tenté de surfer sur la vague jurassique initiée de longue date par le film Le Petit Dinosaure, réalisé par Don Bluth et coproduit par Steven Spielberg et George Lucas. Denver est probablement arrivé un chouïa trop tôt pour profiter du paroxysme de cette dino-mode avec la sortie de Jurassic Park en 93. Mais Denver le dernier dinosaure, c'est surtout la concrétisation d'une promesse, faite lors des débats sur la privatisation des médias, des programmes pour enfants made in France, avec un minimum de violence et un vernis éducatif. Denver, c'est le dessin animé appelé de ses vœux par Ségolène Royal dans son bébé Zapper, et ça donne un curieux mélange avec une vision de l'Amérique pleine de néons et de skateboard qui fleure bon le Poitou-Charentes. Il n'empêche que Denver m'a marqué jusque dans ma chair. Ouais, je ne sais pas s'il a initié des carrières d'archéologue chez vous, mais je dois vous avouer qu'il m'a poussé très jeune à m'essayer au bicross. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 3 ans et demi, je me suis lancé du haut d'un escalier de pierre avec mon petit vélo pour faire comme dans Denver. Une cascade qui aurait probablement pu m'envoyer au pays des fossiles, mais qui m'a valu seulement une belle cicatrice, qui m'a permis d'alimenter les discussions lors d'opérations de séduction. Alors, merci Denver et Brenda pour ces points de suture. La série ne sera pas la dernière à sortir des studios français d'IDDH. Il y aura également une demi-saison des Tortues Ninja, la série Draculito ou encore les Cowboys de Moumessa. Autant de sujets sur lesquels j'aurai le plaisir de revenir prochainement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça donne de la force comme dirait l'autre, on se retrouve très vite, en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Bien joué sur 3615 Denver.